Alors, j'avais un double cahier des charges qui était de parler d'évolution des architectures et des legacy codes, donc des codes du patrimoine. Je vais essayer de pas trop dire legacy, mais enfin bon. Cet exposé tombe bien après supercomputing, dans le sens où ça vous donnera une grille d'analyse de tout ce que vous avez entendu ou cru comprendre des présentations de nos fournisseurs de technologie et voir qu'en fait, ces braves gens sont tout autant contraints que les codes par un certain nombre de choses. Alors, on va parler déjà d'évolution d'architecture avec un leitmotiv qui est de toute façon, il faut pas rêver. C'est pas les développeurs qui vont faire la loi, mais c'est la technologie et c'est elle qui va nous imposer un certain nombre de contraintes, puisque on a trois murs qui sont face à nous, plus une grosse évolution d'architecture. Sato-san en a parlé déjà ce matin, et puis notre ami Livermore aussi. C'est de toute façon, on va être très très embêté. Alors, le premier coupable, c'est cette équation qui donne la puissance dissipée par un cœur de calcul. Alors, il y a plusieurs méthodes pour essayer de contraindre les choses. C'est bien évidemment essayer de diminuer P. Le terme C était un terme technologique qui est lié au matériel, aux matériaux. Donc là, on a peu de marge de manœuvre. Et donc, on peut jouer donc soit sur l'intention d'utilisation, soit sur la fréquence. Alors, bien évidemment, vous avez tous constaté que les fréquences ne sont pas arrivées au terahertz qu'on aurait tous aimé avoir, mais que c'est la courbe verte ici présente, qu'on est bloqué depuis un certain temps sur un plateau et que ça va pas beaucoup dépasser les 3 GHz. Alors l'autre technologie possible, c'est de réduire la tension, et ça, ça vient de l'embarqué, qui était plus sensibilisé aux économies d'énergie que le HPC depuis de nombreuses années, qui se vautrait un peu dans la consommation électrique. Et donc, on va avoir de ces technologies. Alors ça peut venir avec un constructeur comme ARM, enfin un concepteur comme ARM, mais je pense que c'est quelque chose qui va prendre du poids dans l'avenir. Alors, comme on ne peut pas augmenter la fréquence et donc le terme P de façon très importante, ce qu'on a vu déjà depuis de nombreuses années, c'est le nombre de cœurs augmenté. Là, aujourd'hui, bon, le KNL, on est à 68 cœurs, mais ça ne serait pas étonnant d'en voir nettement plus arriver. Et puis, ce qu'il y a aussi qui arrive, c'est le besoin de continuer à gagner en performance et d'augmenter la performance unitaire par cœur et par thread. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, alors peut-être un peu sous l'impulsion de l'IA, mais qui va être une tendance de fond, à mon avis. C'est-à-dire qu'on va aller vers des unités vectorielles de plus en plus larges. Alors pour l'instant, il y a un consensus qui a l'air de se stabiliser autour de 512 bits. Ça ne serait pas étonnant quand même qu'on voit arriver du 1024 un de ces jours. Et puis, les GPU ont ouvert la voie, mais c'est la régularité des opérateurs qui sont mis en place, avec les opérateurs tensoriels qui arrivent tranquillement, mais sûrement dans les CPU eux-mêmes. Donc on va avoir besoin, dans nos codes, de pousser de plus en plus le parallélisme, alors à plusieurs niveaux, et on en parlera, aussi sur la vectorisation, parce que de toute façon, la puissance de calcul, elle viendra de ça. Donc un code qui n'est pas ni parallèle ni vectoriel, à mon avis, il est condamné à avoir des soucis dans un avenir très proche. Alors le deuxième mur qui nous arrive, c'est toujours lié à la technologie, c'est le fait que on essaie de graver de nos transistors qui servent à construire les processeurs avec des finesses de plus en plus grandes. Donc aujourd'hui, on voit les difficultés des diverses plateformes technologiques, que ce soit TSMC, Intel, Samsung, qui commencent à ralentir sérieusement autour des 7-10 nanomètres. À mon avis, au-delà de 5 nanomètres, on va avoir vraiment des grosses difficultés, même si l'extrême UV permet de rouvrir une petite fenêtre. Alors tout bêtement, pourquoi? Parce que je l'ai remis, j'ai été rechercher quand même l'information. Le diamètre d'un atome de silicium, c'est jamais que 0,1 nanomètre. Donc, quand on va friser le nanomètre, ou qu'on essaye de friser le nanomètre, ça fait pas beaucoup d'atomes qui sont empilés les uns sur les autres.
et ça va devenir de la pince à épiler pour fabriquer des transistors. Ça risque d'être difficile d'un point de vue industriel vu les volumes produits par jour, on va dire, en nombre de processeurs. Donc ça va poser des gros problèmes. Donc il va falloir aller vers autre chose, vers de nouvelles formes de transistors. Et bien ça, c'est de la recherche qui est très active. Et ça peut être aussi d'utiliser d'autres matériaux comme les nanotubes de carbone. Alors, on a aussi un autre problème qui arrive, c'est la diminution des tailles du circuit, ce qui fait que les unités vont se retrouver paradoxalement plus loin les unes des autres. Donc, les coûts de déplacement d'énergie vont devenir prédominants. Alors aujourd'hui, là, ça c'est une évaluation faite par Nvidia il y a quelques années, mais on voit que déplacer des données coûte infiniment plus cher que de calculer. Alors il y aura un autre effet qui commence à se voir, c'est déjà AMD qui a ouvert la voie avec ça, c'est le fait de couper les circuits qui deviennent trop gros pour avoir des rendements économiquement viables en petites chiplettes et puis faire du Lego sur des substrats. Ça va se développer, mais là encore, on rééloigne les unités et donc la remarque que je viens de faire sur le coût d'accès énergétique de l'information à longue distance va devenir prédominant. Donc là, ça veut dire que nos pauvres programmeurs ils vont avoir un autre casse-tête à résoudre, c'est de savoir où sont leurs données à tout moment, de façon à minimiser les déplacements, quitte à recalculer, ce qui n'était pas franchement la religion jusqu'à ces dernières années. On faisait un précalcul, on stockait, on réutilisait. Ça peut être complètement remis en question. Et puis, il va falloir essayer de travailler à rester le plus possible dans les caches, c'est-à-dire prendre une optique plus HPC ou computer science que physique dans le développement des algorithmes, de façon à utiliser correctement ces machines. Alors, le troisième mur qui nous arrive, c'est le mur de la mémoire. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, ne s'améliore pas vraiment de façon très satisfaisante. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup d'études de technologie à faire. Alors, on a une bouffée d'oxygène, et je crois que Sato-san l'a bien démontré ce matin, c'est avec l'arrivée de la HBM, où on a une augmentation de la bande passante de façon assez significative. Par contre, le problème de l'HBM, c'est qu'elle est chère et qu'elle ne permet pas d'avoir des volumes très importants. On ne va pas pouvoir faire des téraoctets de HBM pour un CPU. Donc là, il va y avoir un compromis économique, performance et satisfaction de l'utilisateur, sachant que, en général, quand on demande à un utilisateur combien il aime avoir de gigabytes par cœur, la barre est à 2. 3, il commence à être satisfait. 6, il est ravi. Donc 6 GB par cœur en HBM2 avec 70 cœurs, par exemple, ça sera prohibitif. Le problème de tout ça, c'est que c'est des technologies de type DDR qui sont utilisées, et là, les latences ne s'améliorent pas. Donc on a un gros problème sur les codes qui sont très non structurés, qui vont faire des indexations dans tous les sens. C'est que l'accès à la mémoire, la mémoire de façon unitaire, elle reste toujours aussi chère, et donc on ne va pas faire beaucoup de progrès. Alors, il y a un contournement qui est en train de se mettre en place de façon assez systématique, sauf sur le PROC de Fuji, mais ça, on pourra éventuellement avoir un commentaire sur les prochaines générations. C'est l'augmentation du nombre d'hyperthreads par cœur qu'il va falloir prendre en compte. Sauf que ces hyperthreads, on ne pourra pas les utiliser en MPI, donc il va falloir faire de l'OpenMP ou autre chose équivalente. Et là, vous avez... Alors, c'est la seule fois où je essaye de mettre des noms de constructeurs, puisque c'est des machines qui sont dans la nature. Vous voyez que le nombre d'hyperthreads par cœur peut devenir significatif, et utiliser un Power 8 sans utiliser ces 8 hyperthreads, ça serait un peu dommage. De même, on voit aussi se dessiner un approfondissement assez grand des hiérarchies mémoire. Alors, on a bien évidemment les caches et la DDR, mais alors ce qui n'est pas forcément le cas dans le cas du 64FX de Fuji, si on fait cohabiter DDR et HBM, il va falloir le gérer. Et il n'est pas toujours sûr que le fait de laisser faire l'OS soit la meilleure politique.
il va peut-être falloir regarder. Si on rajoute en plus de la mémoire non volatile, là, le cauchemar pour les programmeurs va devenir intéressant. Et bien évidemment, on n'a pas encore mesuré tout l'intérêt pour le HPC d'utiliser de la mémoire non volatile. Mais ça, c'est des études qui sont en cours. Donc là, pareil, ça veut dire que les localités spatiales et temporelles sont vraiment devenues une contrainte ou un objectif majeur à respecter dans les codes. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi changer la façon de penser le développement des algorithmes. De même que il va falloir aussi utiliser l'hyperthreading. Alors, tout ça, ça veut dire qu'on va avoir aussi des architectures de calculateurs qui vont devoir évoluer. Alors, pourquoi? Parce que, c'est là comme on est passé avec le PDF, s'il n'y a pas d'animation, mais si on reprend la partie jusqu'à 2013, où on était en tout CPU, en fait, on voit que la tendance, elle suivait la flèche orange. Et si on voulait faire une machine hexaflopique tout en CPU, ce qui serait le rêve de certains développeurs. Donc le point qui nous intéresse, il est à l'extrême droite là-bas. En suivant la flèche, on serait plus qu'au plafond. À moins d'avoir un super chéquier bien rempli, ça serait un peu difficile de payer les centaines de mégawatts nécessaires. Donc très vite, les concepteurs de machines se sont aperçus qu'il fallait accélérer, et c'est ce qu'on voit en prenant la machine numéro 1 du top 500 depuis 2013, à peu près début 2012 jusqu'à aujourd'hui. On est sur des machines qui sont accélérées. Ça montre clairement, et ça a été encore dit pour l'évolution les prochaines de la machine post-Posca, ça sera des machines accélérées. Et je pense que notre ami Livermore aussi l'a bien montré, on ne va plus vivre sans machines accélérées. Alors le problème, c'est que les accélérateurs peuvent être de plusieurs types. Ça peut être des GPU, alors je pense que l'impulsion de l'IA va beaucoup travailler dessus, mais on voit surtout dans certains projets européens des gens qui s'intéressent au FPGA. Personnellement, j'y crois pas, mais ça c'est une autre histoire. On peut avoir des processeurs beaucoup plus spécialisés de type neuromorphique. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un gros effort mondial sur la création d'accélérateurs quantiques. Alors ça, aujourd'hui, reste un peu du fantasme, on va dire, parce qu'on est très loin d'avoir une solution industrielle, mais dans les 2-3 ans à venir, on peut commencer à avoir quelques protos qui peuvent arriver, et ça, c'est intéressant. Alors la conséquence de tout ça, c'est que il va falloir que les applis s'adaptent au fait d'avoir des accélérateurs. C'est-à-dire que des conceptions qui ont été un peu psychorigides et qui sont restées CPU, elles vont avoir des difficultés si elles ne dégagent pas les parties de code nécessaires pour utiliser les accélérateurs. Et ça pose encore plus le problème des mouvements de données, puisque là, on a une ressource qui est distante. Donc, si on ne fait pas attention, ça va faire très mal. Alors, quand même, il faut être, je dirais, à moitié rassuré. C'est-à-dire qu'il y a des invariants qui ont déjà été mis en place depuis quelques années et qui vont rester à travers les années, mais même si le matériel lui-même est un peu différent. C'est-à-dire qu'il va falloir de toute façon contrôler et limiter les mouvements de données. Donc ça, c'est éventuellement de rester dans les caches pour des raisons de performance, mais aussi performance calcul, mais performance énergétique. La vectorisation, que ce soit sur un CPU ou un GPU, de toute façon, le problème est le même. Il faut qu'on ait des opérations de type vectoriel au sens mathématique du terme. Et là, pareil, pour l'énergie, les problèmes d'énergie de performance. Et puis, le parallélisme que l'on utilise déjà depuis les années 2000 au moins, de type macroscopique, et bien maintenant, il va falloir vraiment le penser à tous les niveaux, c'est-à-dire entre les nœuds, mais ça, c'est les supercalculateurs. À l'intérieur du nœud, ça va être peut-être du MPI, mais c'est pas raisonnable sur les très grosses machines. Donc, du thread, ça, que ça soit du pthread, que ça soit que des DTBB, que ce soit de l'OpenMP, ce que vous voulez, mais il va falloir mettre du threading là-dessus. Et puis, ne pas oublier que de toute façon, la puissance de calcul, elle viendra de la vecto. Donc, vectorisation, que ce soit sur CPU ou GPU.
Et donc, je n'insisterai pas, mais je pense que l'importance des structures de données et des algorithmes qui vont avec ne sera pas à minimiser. Voilà. Alors, tout ça, ça donne le contexte, ce qui vous permet de relire un peu les informations donc, de supercomputing. Alors, on voit bien que ces tendances-là, de toute façon, elles se déclinent dans toutes les offres propriétaires avec des variations, mais globalement, on va dans cette direction-là. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un code du patrimoine? Ben, c'est en général un vieux tromblon qui a un certain nombre d'années. Alors là, j'ai mis 10 ans, suivant les institutions, ça peut être un peu plus court, mais en général, c'est ça. Chez nous, on a des choses qui ont 20, 30 ans, même plus. Bon. Donc, en fait, c'est un code qui a vu plusieurs générations de machines et qui est destiné à en voir un grand nombre. Et la probabilité que l'architecture du premier calculateur soit la même que celle de 6 générations plus tard, elle est, je peux l'affirmer, nulle. Et donc, on va avoir un problème. Le code du patrimoine, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas jeter. Ce n'est pas du Kleenex. C'est votre entreprise, elle y tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est les joyaux de la couronne. C'est pour ça que je vous ai mis une belle couronne ici. C'est quelque chose de précieux parce que vous l'avez réglé en fonction de vos connaissances, de vos outils. Pour nous, on l'a calé sur un certain nombre d'expériences qui sont fort chères et qu'on n'a plus le droit de faire, etc. Donc, il y a vraiment... c'est votre savoir-faire qui est collé dans votre code, qui a été codé à travers les générations, et vous voulez vraiment pas vous en débarrasser. Et puis, ce code-là, il va falloir le porter sur les nouveaux systèmes avec une performance raisonnable, puisque quand même, c'est des matériels chers et ça vaut le coup de les utiliser correctement et pas au millième de pourcent qu'on pourrait voir dans certains cas. Alors, qu'est-ce qui caractérise un peu ces codes? C'est que, en général, et même souvent, l'équipe d'origine, elle a disparu, elle est partie à la retraite, elle est partie faire autre chose, et il va falloir éduquer, entre guillemets, des nouvelles générations de programmeurs. Donc ça, c'est une difficulté, c'est comment est-ce qu'on va transmettre le savoir. Ce sont en général des grosses bêtes. Alors là, j'ai mis la barre à 1 million de lignes. Ce matin, Livermore citait des quantités plus importantes. C'est pas quelque chose qui se manipule facilement. Je considère, après l'expérience, après quasiment 30 ans d'expérience en développement, qu'au-delà de 50 000, 100 000 lignes de code, on ne sait plus ce qui se passe. On les maîtrise réellement à 50 000, 100 000. Au-delà, c'est pas possible. Donc, en fait, on va perdre une partie du savoir qui est dans le code. Donc, ça veut dire que jeter des parties de code, il faut le faire avec grande précaution. Et puis, ça coûte cher, parce qu'il va falloir le maintenir et puis le porter sur la génération suivante. Alors après, d'un point de vue plus technique, on se retrouve avec des choses un peu vieillottes des fois, mais qui sont là et qui marchent et dont on est satisfait. Donc quand je dis à la craie, c'est les craies 1, craie X, craie Y. Il y a des constructions qui ont été faites et qui sont un peu datées. Ce sont des vieux standards. Alors, il y a encore du code France 177 qui tourne, mais il y a du C, il y a du C++ d'origine, du tout premier C++. En général, le parallélisme, il a été mis un peu au forceps, c'est-à-dire qu'on a mis du MPI et puis on s'en est contenté. Les vieux codes passés sur GPU, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a quand même pas la grosse majorité. Et puis l'OpenMP, ça a été essayé dans un temps où l'OpenMP n'était pas celui qu'on aimait ou qu'on aimerait avoir, et ça a été limité, voire carrément supprimé du code. Et puis ça a des adhérences à des vieux tromblons qu'on a achetés, qui tournent toujours, et puis qu'il va falloir éventuellement supprimer, ou réécrire ou recoder avec des méthodes un peu plus modernes. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Le problème, c'est que ce qu'on faisait de façon tout à fait classique depuis des années, c'est-à-dire dire « je vais attendre juste le prochain CPU qui va me permettre d'avoir un boost significatif mon code », c'est fini. Et ça, c'est quand même une pratique extrêmement développée dans la communauté des développeurs de code, des codes physiciens surtout. C'est je vais pas me casser la nénette, je vais essayer d'attendre que le processeur ou la machine fasse des progrès pour moi. Et donc là, ça, c'est plus vrai. Bon, il y a un certain nombre d'éléments technologiques là que je vous ai listés, qui rappellent ce que j'ai dit tout à l'heure et qui font qu'il va falloir que les codes bougent.
En plus, on voit que les langages de programmation évoluent très très vite, avec des défauts d'enseignement, entre autres sur le Fortran, qui font que les jeunes font plus facilement du Python et du Java que du Fortran. Et quand on leur donne un code Fortran, ils ont un moment de grande solitude qui dure quelques semaines, et puis après, ils font au minimum et ils vont pas forcément s'améliorer. Alors, j'ai débuté le C++ il y a quelques années. Quand je lis le C++ 17 aujourd'hui, je suis dans un mode panique assez avancé. J'ai les sueurs et ça, je me dis, il y a des jeunes qui vont faire ça très bien à ma place. Sauf que ces jeunes-là, ils n'ont pas été formés au départ sur le code. Et ça, il va y avoir un décalage. Donc, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire avec ça? Alors, il y a plusieurs options. Il y a la première option qui n'en est pas une, c'est de dire je reste comme je suis, puis j'utiliserai une fraction de la machine. Je pense que ça, c'est pas raisonnable. Ce que disait Henriksson de Livermore, et à mon avis très très juste, c'est qu'il va falloir commencer à penser à réécrire les codes. Et là, je vais rejoindre tout à l'heure ce que disait Laurent tout à l'heure, il va falloir que l'Europe pense un petit peu plus à réécrire les codes et avoir le financement qui va. Alors bon, ça peut être soit en passant par des frameworks, soit des DSL, soit des langages style Charm++, bon. Mais l'objectif, ça va être quand même maintenant de penser le développement en pensant non pas portabilité seule pour le long terme, mais penser avec la performance, la portabilité performante. Et ça, aujourd'hui, c'est un problème qui, à mon avis, n'est pas résolu proprement et qui risque d'être difficile, surtout si les architectures bougent encore un peu. Et puis, ce point sur lequel Henriksson insiste et qui me paraît très très important, c'est de bien se poser la question de quels outils j'utilise en périphérie de mon code, quels sont les outils communautaires que je récupère, est-ce que ces communautés-là ont une chance raisonnable de survivre? Par exemple, on voit que Perl est en train d'être moribond, donc typiquement, est-ce que c'est un langage qui aurait été utilisé? En HPC, on a de la chance, on l'utilise très peu. Est-ce que Python est une bonne option? Ça m'a l'air d'être une option raisonnable. Est-ce que C++, c'est une bonne option? Oui. Fortran, là, je mettrai pas un copec dessus. On sera obligé de le maintenir, mais ça va être de la maintenance. Hein, voilà. Alors, ce qu'on essaye de faire dans le projet XDCID de version 2, c'est de dire, voilà, on a ces constatations là que je vous ai exposées depuis tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on va le faire, le chiffrer pour avoir une vision quantitative et non pas qualitative du problème. Pour se retourner vers l'Europe en disant, voilà, c'est pas 500 000 euros qu'il va falloir dégager, mais ça sera plutôt de l'ordre de quelques centaines de millions, un demi-milliard d'euros, parce que ça va coûter très cher. Alors, je ne sais pas si c'est sur celle-là, dont je ne l'ai pas. Bon, là, j'ai pas la toute dernière présentation, parce que j'ai eu un petit problème de transfert, mais une étude américaine a montré qu'un développeur normalement constitué produit 300 lignes de code par mois. Pas de réaction, c'est bien, tout le monde est d'accord. Alors, qu'est-ce que j'appelle 300 lignes de code? C'est des codes, des lignes qui ont été testées, débuggées, commentées et documentées. Donc, ça prend du temps pour arriver à tout ça. Mais ça fait pas beaucoup. Et ça, ils l'ont fait sur des projets majeurs et ils l'ont étudié sur un temps relativement long pour être... 300 lignes de code par mois. Si vous payez votre développeur 3 000 euros par mois, c'est 10 euros la ligne de code. Un code qui fait 1 million de lignes, vous faites le calcul, ça fait cher. Ça fait très cher s'il faut le réécrire from scratch. Donc là, l'intérêt de la manip, c'est d'essayer de trouver une façon de quantifier la difficulté de faire passer un code d'un état dans lequel il est à je veux rentrer dans une machine exascale de façon correcte. Et c'est ce que j'ai appelé la viscosité des codes. Alors, on peut essayer de mettre toutes les métriques qu'on veut. Si on veut couvrir un panorama très très large de code, il faut avoir une formule relativement simple. Donc c'est ce que j'ai proposé ici.
Et c'est ce qu'on va voir, non pas en 21, c'était la typo que j'ai corrigée, mais en 20. L'année prochaine, on va essayer d'avoir de sonder. Donc, je vous enverrai, j'enverrai à la communauté Europe le sondage qu'on essaye de remplir, mais on va essayer de faire oui, 4,51. On va essayer de faire en sorte que la communauté presse et même d'autres centres de calcul contribuent à ce sondage de façon à ce qu'on ait une vision la plus quantitative possible pour être crédible vis-à-vis de l'Europe ou enfin de la Commission, en se disant là vous avez oublié un tout petit truc, c'est le développement logiciel. Mais ça a été déjà dit, redit, et je pense qu'il faut le redire. Voilà. Donc en conclusion, les codes du patrimoine sont malheureusement là pour rester encore un certain temps parce que c'est trop précieux pour les jeter. Ça va coûter très cher de les faire évoluer et qu'il faut se préparer quand même à une cultural shift, là, une évolution profonde des mentalités sur la façon de développer les codes, c'est-à-dire peut-être avoir plus de computer scientists que de numériciens sur les méthodes de développement. Nous, on investit énormément sur la plateforme Arcane, qui est un composant très solide pour pouvoir faire du développement rapide et de qualité, mais ça peut être évolué vers Cocos, Rajas, comme ça a été expliqué ce matin. Et moi, je voudrais quand même rester sur une note d'optimisme, parce que je suis un bisounours non repenti, et parfaitement calé sur l'optimisme. Je pense qu'on est face à une rupture, certes, mais on est surtout face à une période très, très, très intéressante sur plein de sujets. Alors, sur les évolutions des architectures de machines et de processeurs, entre autres, sur la façon de développer les codes, et quel type de code on va faire dans le futur. Et puis, mais même sur l'algorithmie, sur les méthodes numériques, sur les maths qu'il faut faire, revenir à la physique, se reposer les bonnes questions pour attaquer ces machines absolument exceptionnelles qui nous attendent et que j'espère qu'on va pouvoir utiliser rapidement en Europe. Alors, pour conclure, un petit peu de publicité puisque j'ai la parole. Je vous invite à vous inscrire à la journée CCRT donc du 12 décembre, où là, on va avoir justement ce que je disais, c'est l'arrivée, commencer à sentir ce qu'on va pouvoir faire avec des accélérateurs quantiques et du calcul quantique, puisque c'est le thème de la journée, les premiers pas du quantique. Et donc, vous êtes tous invités, moyennant inscription, bien évidemment, à cette journée du 12 décembre. Et si vous avez besoin de plus de détails, Christine, que j'ai vue, je ne sais plus trop où elle est, elle était là tout à l'heure, oui, elle est là-bas, pourra vous en dire beaucoup plus donc pendant la pause déjeuner. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon appétit. Question. Merci pour l'exposé. Est-ce que face au mur de la mémoire, c'est pas un petit peu paradoxal de se reposer de plus en plus sur l'hyperthreading? C'est-à-dire que les multiplications des threads ne vont pas multiplier les canaux mémoire et chaque thread va être plus difficile à alimenter. Non, l'hyperthreading, c'est je suis bloqué sur un accès mémoire sur un cœur, donc je ne peux plus rien faire. Donc le cœur, il est idle. Pendant ce temps-là, vous ne faites rien. Donc, vous passez la main à l'hyperthread qui est à côté et il va essayer de faire quelque chose. Alors, si les 4, les 2, les 4, les 8 sont bloqués parce qu'eux aussi sont sur la mémoire, ça, c'est votre faute. Si vous n'avez pas forcément utilisé le matériel. Bon, ça peut arriver dans les cas pathologiques. Mais l'idée, c'est vraiment que un cœur qui est monothread par nature passe la difficulté de l'accès mémoire. Donc, c'est masquer les latences, c'est essayer de contourner la difficulté. Donc ça, c'est pas antinomique, c'est la seule façon de faire en sorte de faire fi de ce défi de la latence. Je ne parle pas de bande passante. Oui, bonjour. Comme tu as montré tout à l'heure, tu dis que pour avoir des machines qui consomment peu, on va être obligé de passer à des machines accélérées. Et pourtant, comme on l'a vu tout à l'heure, la première machine au Green 500, maintenant, c'est une machine à base de processeur ARM. Oui, mais donc, si tu as bien écouté l'exposé de Sato-san, il a bien dit qu'il allait aller vers des accélérateurs parce qu'il ne pouvait pas faire autrement avec ses CPU.
Sato-san, can you confirm that you said that the next generation will be accelerated because you are limited on gigaflop per watt? That's what he said. You just give the same answer I did. Cannot be shared by the many person. Yeah, that's a problem of having a general purpose computer rather than dedicated for one application. And that will be the difficulty with the next generation of supercomputers. And that's a design we are pushing in Europe, is to have a modular, or something which is not monolithic architecture, but rather than seeing the exascale machine as an aggregation of different islands dedicated to a number of purposes. And one island could be IA purpose, one could be GPU accelerated, and one could be quantum accelerated. And so the beauty and the difficulty will be to balance the jobs and use the resources and schedule them using one or two islands. So the problem is that who is paying the machine? Yep. J'ai une petite question là, j'ai vu que vous aviez parlé de DSL, mais est-ce qu'il est aussi envisagé d'avoir des traducteurs de code plutôt que de réécrire générateur de code? Ça, je donnerais volontiers la main à mon ami François, ici présent. C'est des choses qui ont été faites dans le passé. On capture des choses, on améliore certaines, on va dire, légèretés du programmeur parce que le compilateur est capable de s'apercevoir de certaines situations. En pratique, non, ça marchera pas. Sur des gros codes, ça marchera jamais. C'est vraiment du refactoring, mais en profondeur. Il faut reprendre les algorithmes, se poser la question où sont les données, comment elles bougent. Et ça, un automate, il ne le fera pas tout seul. Même avec des afterburners, même avec un profiler super canon, il va manquer trop d'informations. Et c'est vraiment le développeur qui l'a dans la tête. Malheureusement, ça aurait été trop bien. Tu as mentionné la portabilité de la performance. Ça fait 50 ans qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui a changé alors? Rien. Non. Alors, ça, si tu veux, je pense que les efforts qui sont faits outre-Atlantique, surtout je pense aux outils comme Cocos, qui te permettent de cibler différentes architectures en acceptant un coût de transcription. Si tu perds 10%, c'est pas grave. Si tu peux pas utiliser la machine suivante, c'est quand même plus dommageable que d'y perdre 10% par la couche d'adaptation, parce qu'elle n'est pas tout à fait optimale pour une architecture. So what? Même si c'est 50%, c'est pas très grave. Mais moins ça tourne. Bien, je pense que... On va pouvoir les manger, parce que là, je commence vraiment Merci beaucoup. Donc on reprend à 14h normalement, 14h, 14h05.